Istanbul, la capitale informelle de la Turquie, est le centre de l'histoire mondiale. Vous pouvez voir les traces de trois grandes civilisations sur cette terre, grecque, Rome et ottomane. En vous promenant dans les rues de l'ancien Istanbul, vous avez l'impression de marcher dans le temps ancien. Cette ville vivante n'appartient seulement pas à la Turquie, elle appartient au monde. Bonjour à tous, je m'appelle Zübeyir. Je vis à Istanbul depuis 1996. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de mon point de vue en tant que personne vivant ici depuis environ 30 ans et amoureuse d'Istanbul, quel endroit visiter, mes propres conseils ou mon endroit secret où je vais souvent pour me détendre. La zone entière que vous voyez sur la carte est Istanbul d'aujourd'hui. Maintenant, je vais me rapprocher du vieil Istanbul historique. L'Istanbul historique se compose de cette petite zone. Avant de commencer notre visite, tout d'abord, je voudrais parler de l'origine des noms donnés à cette ville. Byzance, Constantinople et Istanbul. Le nom Constantinople vient de l'empereur romain Constantin Ier, Constantin le Grand, qui a refondé la ville en 330 après Jésus-Christ. Avant cela, la ville s'appelait Byzance, qui était une colonie grecque fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Constantin en a fait la nouvelle capitale de l'Empire romain et l'a baptisée Nouvelle Rome. Cependant, le nom Constantinople, signifiant la ville de Constantin, s'est imposé. Et Istanbul, le nom Istanbul provient de l'expression grecque Eistanpoulin, qui signifie vers la ville ou dans la ville. Cela reflète la manière dont les habitants de l'Empire byzantin désignaient leur capitale, comme étant la ville par excellence. Après la conquête ottomane en 1453 par le sultan Mehmed II, Constantinople est devenue la capitale de l'Empire ottoman. Bien que les Ottomans aient utilisé Constantinie, version turque de Constantinople, dans les documents officiels, Istanbul était déjà courant dans l'usage populaire. En 1930, sous la République turque et le président Mustafa Kemal Atatürk, Istanbul est officiellement devenu le seul nom international de la ville. Chaque nom illustre une étape importante de l'histoire de la ville, passant d'une centre grecque à une capitale chrétienne de l'Empire romain d'Orient et puis à une islamique de l'Empire ottoman, avant de devenir une grande métropole de la Turquie moderne. Alors, commençons notre visite d'Istanbul. Les lieux marqués en forme de cœur sur la carte sont les lieux que nous visiterons ensemble. Je partagerai également les emplacements des lieux que j'ai mentionnés dans cette vidéo sur Google Maps dans la section description. Donc, Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, sagesse de Dieu, sagesse divine, est une ancienne église devenue mosquée, située à Istanbul dans l'ancienne Constantinople sur le côté ouest du Bosphore. On dit qu'Istanbul, ou plus précisément l'Istanbul historique, a été fondé sur cette colline. Des bâtiments tels que Sainte-Sophie, la mosquée bleue et la citerne basilique sont sur les premières collines. Nous sommes maintenant sur la première colline. Sainte-Sophie est consacrée à la sagesse divine, identifiée à Jésus-Christ et non à une sainte humaine. Cela signifie sacré, ce qui donne forme à Sainte-Sophie dans le nom de Sainte-Sophie. Sophia vient du grec sophos, qui signifie sagesse. Ainsi, le nom Sainte-Sophie signifie sainte sagesse ou sagesse divine, en référence à Jésus de Nazareth. À l'origine basilique chrétienne, elle est construite au IVe siècle, puis reconstruite bien plus grande au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien, où elle acquiert sa forme actuelle. Souvent surnommée la Grande Église, elle est le plus important monument de l'architecture byzantine et demeure l'une des plus prestigieuses églises de la chrétienté jusqu'au XVe siècle.
Après la prise de Constantinople par les armées ottomanes en 1453, elle est convertie en mosquée sous le sultan Mehmed II, statut qu'elle conserve jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. En 1934, elle perd son statut de lieu de culte pour devenir un musée sur décision de Mustafa Kemal Atatürk. Puis le 10 juillet 2020, un décret de Conseil d'État turc décide sa réouverture au culte musulman comme mosquée, provoquant une vague de critiques internationales. Une particularité de ce bâtiment très ancien, certaines des colonnes, postes et pierres utilisées dans sa construction provenaient de bâtiments et de temples plus anciens que le bâtiment. Par exemple, ils provenaient d'Égypte, de Syrie, de Grèce et de diverses régions d'Anatolie. Sur le site de Sainte-Sophie de Constantinople se trouvait une église commandée par l'empereur Constantine en 325. Elle fut probablement érigée sur les ruines d'un ancien temple d'Apollon. On suppose qu'il s'agissait d'un bâtiment en pierre au toit de bois. L'édifice fut alors incendié lors d'une émeute en 404. Il fut reconstruit en 415 par l'empereur Théodèse II. Un siècle plus tard, elle subit une nouvelle fois le même sort funeste pendant la sédition Nika, révolte du peuple envers l'empereur Justinian qui a embrassé la ville de Constantinople pendant 6 jours. À peine quelques jours après la destruction de la seconde basilique, l'empereur Justinian prit la décision de la reconstruire, cette fois beaucoup plus grande et majestueuse que les deux précédentes, en les dédiant à la sagesse divine. L'empereur avait fait venir des matériaux de tout l'Empire. Des colonnes hellénistiques du temple d'Artémis à Athès, du fort Phire d'Égypte. Plus de 10 000 ouvriers furent employés pour cette construction. Les étrangers peuvent visiter l'étage supérieur de Sainte-Sophie pour 25 €. L'étage inférieur où se déroulaient les prières est ouvert gratuitement aux citoyens turcs qui viennent prier. Les étrangers qui souhaitent prier peuvent prier en bas en le signalant au préposé après être entrés à l'étage supérieur. Après avoir visité l'étage supérieur, je vous recommande de descendre, d'y prier et de le voir également. À propos, la visite de toutes les autres mosquées est gratuite, à l'exception de Sainte-Sophie. Je voudrais également le souligner. La galerie supérieure, traditionnellement réservée à l'impératrice et à sa cour, présente la forme d'un fer à cheval. Les mosaïques les mieux conservées sont situées dans la partie sud de la galerie. La loge de l'impératrice est située dans le centre d'une galerie supérieure. La porte de marbre est située au sud de la galerie supérieure. Elle était utilisée par les membres du synode. Au cours des siècles, l'église fut décorée de riches mosaïques. La totalité des voûtes et coupoles et certains murs étaient couverts de mosaïques en fond d'or. Elle figurait la Vierge Marie, Jésus et les saints, des anges ou bien des empereurs, impératrices. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, geliyorum. Après Sainte-Sophie, la plupart des gens, notamment les touristes, visitent définitivement la mosquée bleue. Mais je te passe ça. Je vous recommande plutôt de voir une autre mosquée. Donc, si je devais visiter une mosquée, j'irai à la mosquée que je vais vous montrer ici. Nous y arriverons plus tard. Si vous n'en avez jamais mangé auparavant, je vous recommande d'essayer le maïs bouilli au rôti. Après Sainte-Sophie, nous verrons la citerne basilique, située juste à côté de Sainte-Sophie.
La citerne basilique, aussi connue sous le nom turc Yerebatan Sarnıcı, la citerne enfouie sur terre, est une gigantesque citerne souterraine de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, dont elle est l'un des monuments les plus spectaculaires encore visibles aujourd'hui à Istanbul, situé à l'ouest de Sainte-Sophie. Une visite ici coûte 900 livres turques pour les étrangers, soit environ 25 €. Elle est une citerne d'eau fermée construite à Istanbul en 526-527 pour répondre aux besoins en eau de la ville. On l'appelle communément palais basilique en raison des nombreuses colonnes de marbre sortant de l'eau. Sa capacité de stockage d'eau est d'environ 100 000 tonnes. Petrus Ilius, naturaliste et topographe français qui a vécu à Istanbul entre 1544 et 1755, mesure 336 pieds de long et 182 pieds de large. Sa circonférence est de 224 marches romaines. Petrus Ilius, qui n'a pas oublié de compter les colonnes de l'édifice, a enregistré 336 colonnes et a noté dans ses recherches qu'il y avait de nombreux puits au sommet de la citerne. Ilius, il puise de l'eau dans des seaux. Il rampe même dans la citerne, l'éclaire avec des lampes à huile et attrape du poisson. Les phrases « l'air et la lumière s'infiltrent dans les citernes depuis les puits et le poisson nage sous la lumière » transmettent au futur que les habitants du quartier étaient au courant de la citerne à cette époque. Je me souviens d'avant, il y avait du poisson ici, il nageait dans l'eau, mais il n'existe plus. Les gens jettent de l'argent à l'eau de la citerne et font des vœux. Parmi 336 colonnes, il y en a deux qui possèdent une base faite d'un bloc en remploi présentant une tête de Méduse sculptée. Allons parler un peu de Méduse. Le nom de Méduse peut donc se traduire par la protectrice en grec. Il est un monstre femelle aux cheveux de serpent et aux dents acérées dans la mythologie grecque qui était censé transformer quiconque la regardait dans les yeux en pierre. Cependant, la population croyait également que c'était de Méduse protéger cet endroit. Because, as far as I know, near this cistern there was a church. Like there was Santa Maria. not Santa Maria, not Hagia Sophia. On the top of this church, this cistern, there was a church. Like the And church. that was in the same place they built the... In the same place, and for that they call it here Basilica. Oh, okay. Yes, yeah. Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah. Yes. Okay, thank you. Thank you. Voyez-vous les marches historiques en pierre sur les marches en fer? Appelée la citerne basilique, nous parlerons également de Çemberlitaş, la colonne de Constantine, qui est en route vers notre autre arrêt. Il y a eu un accident. There was an accident now. La colonne de Constantin en turc Çemberlitaş signifiant colonne cerclée est une colonne commémorative érigée en 328 sur ordre de l'empereur Constantin Ier. Elle est formée de flux de marbre de porphyre reliés entre eux par des cercles de métal. La colonne se trouvait au milieu du forum de Constantin, situé sur la deuxième colline de Constantinople. Elle commémore la fondation de Constantinople comme
Nouvelle Rome et capitale de l'Empire romain. Sur la colonne se trouve à l'origine une statue de Constantin Ier, Constantin le Grand, représenté comme le dieu soleil. Au cours des siècles, la colonne fut gravement endommagée par divers incendies et tremblements de terre. Après que la statue eut été renversée lors d'une tempête en 1106, elle fut remplacée sous l'empereur Manuel Ier par un bloc supportant une croix. En 1106, une tempête fit tomber la statue et toute la partie supérieure de la colonne. L'empereur Manuel ordonna la restauration. On distingue encore l'inscription commémorant cette restauration et rappelant que le pieux Manuel renforça le monument sacré usé par le temps. On peut voir cette phrase en grec sur la colonne. À proximité de cette colonne, il y a le Grand Bazar, l'un des plus grands et des plus anciens marchés du monde. Environ 300 à 400 000 personnes visitent ici chaque année. Mais personnellement, je vous proposerai de visiter un autre bazar historique plutôt que celui-ci et je vous y montrerai. Si vous avez le temps, vous pouvez également visiter ce lieu, à savoir le Grand Bazar. Mais si vous avez un choix à faire, je vous propose de visiter l'autre endroit dont je vais vous parler ici plus tard. Maintenant, nous passons à la mosquée Süleymaniye, mosquée de Soliman, que je vous recommande. La mosquée Süleymaniye ou mosquée de Soliman est une mosquée impériale ottomane d'Istanbul, donnant sur la Côte d'Or, conçue par l'architecte Sinan pour le sultan Süleyman le Magnifique. Süleyman le Magnifique est construite de 1550 à 1557. Comme je l'ai déjà dit, la visite des mosquées autres que Sainte-Sophie est gratuite. L'architecte qui l'a construite est le célèbre Mimar Sinan, souvent considéré comme l'un des plus grands architectes de l'histoire ottomane. La mosquée de Soliman est l'un de ses chefs d'œuvre. Elle est située sur la 3e colline d'Istanbul et offre une vue spectaculaire sur le Bosphore et la ville. La mosquée Süleymaniye est l'un des exemples les plus importants de l'architecture ottomane classique. Bien que plus de centaines de tremblements de terre se soient produits à Istanbul depuis sa construction, pas la moindre fissure n'est apparue sur les murs de la mosquée. Il existe une anecdote fascinante liée à la construction de la mosquée, qui reflète à la fois l'ingéniosité de Mimar Sinan et la patience requise pour bâtir un chef d'œuvre. L'histoire raconte que lors de la construction de la mosquée, Mimar Sinan a insisté pour laisser la fondation reposer un certain temps avant de continuer les travaux. Son objectif était de garantir que le sol soit parfaitement stabilisé pour supporter la structure massive de la mosquée sur le long terme. Cette décision a suscité l'impatience, voire l'inquiétude parmi les responsables du projet et les courtisans du sultan Süleyman. Pour éviter les pressions et avoir le temps nécessaire pour surveiller l'évolution de la fondation, Sinan aurait symboliquement quitté le chantier. Certains récits disent qu'il se serait enfui ou qu'il aurait choisi de se retirer temporairement pour méditer et attendre que la fondation soit prête. Cette phase de repos a permis aux matériaux utilisés pour la fondation, notamment le mortier et les pierres, de se considérer naturellement. Cela témoigne de la compréhension de Sinan des principes d'architecture et d'ingénierie bien avant que ces concepts ne soient théorisés comme ils le sont aujourd'hui. On nous raconte même que le Shah d'Iran, qui a appris que la construction de la mosquée était suspendue, voulut aider à construire la mosquée avec un coffre rempli de bijoux afin d'humilier les Ottomans. Et le sultan Süleyman utilisa ces bijoux comme mortier dans la construction de la mosquée. La silhouette de la mosquée domine la ligne d'horizon de la rive méridionale de la Côte d'Or. C'est une des constructions les plus significatives de l'architecture turque ottomane.
Sinan a réitéré le système porteur qu'il avait déjà utilisé dans la construction de la mosquée Beyazıt à Istanbul. Bilmiyorum ne haldeyim, geliyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. La mosquée Süleymaniye et son complexe représentent une organisation urbaine étendue dans une vaste zone comprenant une école coranique, un hôpital, un bain public, un hospice, 6 collèges de théologie, des souks populaires, des magasins et les mausolées turbés du sultan Süleyman et de son épouse Rosolan, Hürrem Sultan. Nous nous dirigeons désormais vers mon lieu secret dont je vous avais promis de parler. L'endroit où on peut voir complètement la beauté d'Istanbul. En fait, c'est un café. Cependant, d'ici, vous pourrez facilement apercevoir cette magnifique mosquée, le Bosphore et la Côte d'Or en buvant votre café. De là, vous pouvez voir la tour de Galata et les lieux où les navires ottomans étaient débarqués depuis la terre et lancés dans la Côte d'Or lors de la conquête d'Istanbul par les Turcs. Vous êtes assis ici et c'est là que les navires sont emmenés par voie terrestre. Je vous recommande de boire du café turc ou du café menengiç ici. La plupart des gens connaissent le café turc, mais peu de gens connaissent le café au terebinth, donc menengiç. Avec votre permission, je voudrais l'expliquer brièvement et vous recommande de le goûter. Il est préparé avec des pistaches terebinth. Il se prépare de la même façon que le café turc, en utilisant les pistaches à la place des grains de café. On peut aussi remplacer le par du lait. De plus, cette belle ville accepte les chats. Les gens aiment les chats et les chats les adorent. On peut voir des chats partout. Nous les nourrissons et les aimons. Allah'ım yarabbim ya işte. Evet, saldır oğlum. Evet. O. Benim sığınmama geldi herhalde. De là, nous allons au bazar dont je vous ai parlé. Bazar aux épices. Le bazar aux épices ou marché aux épices, appelé également marché égyptien, est un marché couvert situé dans le quartier d'Eminönü. Après le Grand Pazar, c'est le deuxième marché couvert d'Istanbul. Pourquoi mon choix se porte-t-il sur le bazar aux épices? Parce que j'aime davantage l'ambiance de cet endroit. Il me semble spacieux en me promenant avec sa largeur et son haut plafond. Le bazar était et toujours le centre du commerce des épices à Istanbul. Mais ces dernières années, des magasins d'autres types remplacent progressivement les vendeurs d'épices. Le bazar aux épices compte un total de 85 magasins vendant des épices, des délices turques et d'autres friandises, des bijoux, des souvenirs, des fruits secs et des noix.
Vous voyez Kuru Kahveci Mehmet Efendi, ce magasin que vous voyez est le magasin le plus célèbre vendant du café turc en Turquie. Les gens font toujours la queue devant ce magasin pour acheter du café turc. Yarım kilo. Abla 250. Je vous recommande de visiter cette partie ouverte du bazar. D'un autre côté, je vous recommande d'essayer le baklava et le künefe en dessert turc au şorbe. Je vous recommande de visiter les endroits que nous avons vus jusqu'à présent à pied. De toute façon, il est plus judicieux de voyager à pied. Utiliser des tramways ou des trains ou des véhicules dans ces zones rend votre déplacement difficile. Mais à partir de là, il est également utile d'utiliser le tramway pour se rendre au palais de Dolmabahçe. À Istanbul, pour aller d'un endroit à un autre, je vous conseille le tram au métro. Istanbul dispose d'un réseau de métro développé. Vous pouvez obtenir une carte d'Istanbul pour les utiliser. Si vous n'utilisez pas très souvent les transports en commun, je vous recommande d'acheter un ticket qui vous donne 10 passes. Vous pouvez trouver des appareils permettant d'acheter des billets ou de cartes Istanbul à l'entrée des arrêts de métro et de tram. Vous pouvez choisir votre propre langue sur cet appareil et terminer facilement le processus d'achat. Le prix est plus abordable. Grâce à cela, vous pourrez facilement prendre le métro, les tramways et le bus. Maintenant, palais de Dolmabahçe. S'il y a un endroit que je recommanderais sans hésiter parmi les endroits que j'ai cités ici, c'est bien le palais de Dolmabahçe. Mais lorsque vous voyagerez, vous comprendrez ce que je veux dire. Le palais de Dolmabahçe, situé sur le côté européen du Bosphore, a été la résidence du sultan de 1853 à 1922, à l'exception d'une vingtaine d'années où fut utilisé le palais de Yıldız. Alors centre administratif de l'Empire ottoman, c'est aujourd'hui un musée. Le nom de Dolmabahçe de Dolma, rempli, et Bahçe, jardin, signifie le jardin complet. Ce nom rappelle les travaux d'aménagement du site, qui était à l'origine une crique du Bosphore. Complet au cours du XVIIIe siècle, le port a été transformé en un jardin impérial très apprécié des sultans ottomans. Visiter ici coûte 1500 livres turcs, soit environ 41 € pour les étrangers. La décoration est essentiellement réalisée selon le modèle occidental avec des éléments baroques, rococo et néoclassiques mélangés avec des traditions de l'art ottoman et de la culture traditionnelle pour former une nouvelle approche. Il est composé de 3 parties: la Mabeyni Hümayun ou Selamlık, quartier réservé aux hommes, le moyen des salons, salle de cérémonie, le harem-i Hümayun, le harem et les appartements de la famille du sultan. Ces structures que vous voyez sont une œuvre d'art complète à mes yeux. Je ne pense pas qu'il existe un artiste au monde capable de créer ces œuvres à l'heure actuelle. En visitant ce lieu, vous apprécierez l'art créé avec vos yeux et vos mains. Le palais existant a été construit entre 1842 et 1853 sous le règne du sultan Abdülmecid Ier sur le site de l'ancien palais côtier de Beşiktaş par l'architecte arménien Garabet Amirabalyan. Son édification coûta 5 millions de livres or ottoman, soit l'équivalent de 35 tonnes d'or, dont 14 tonnes furent utilisées sous forme de feuilles d'or pour décorer les plafonds du palais. On dit également que la construction de palais luxueux tels que Dolmabahçe et les autres et les dépenses de trésors
publics pour ceux-ci ont contribué à l'effondrement de l'Empire ottoman. À l'issue des travaux, les sultans ont éménagé à Dolmabahçe, quittant le palais de Topkapı, qui n'avait pas le luxe moderne que pouvait fournir le nouveau palais. Mustafa Kemal Atatürk, le leader et fondateur de cette république moderne, a utilisé le palais présidentiel comme résidence d'été et y a effectué certains de ses travaux les plus importants. Atatürk y a passé ses derniers jours et il y est mort dans une chambre qui fait maintenant partie du musée. Le 10 novembre 1938 à 9h05 du matin, heure à laquelle ont été arrêtées toutes les pendules du palais. Le palais a une superficie de 45 000 mètres carrés et comporte 285 pièces, 44 salles, 6 bains, hammams et 68 cabinets de toilettes. C'est le plus grand palais en Turquie en considérant que le bâtiment monobloc occupait 15 000 mètres carrés. De là, nous nous dirigeons vers la mosquée d'Ortaköy, qui est notre dernier arrêt. La mosquée d'Ortaköy, officiellement grande mosquée méditerranéenne, est une mosquée située dans le quartier d'Ortaköy, située à bord de la rive européenne du détroit qui sépare Asie et Europe. Elle est construite en style néo-baroque entre 1854 et 1855 par l'architecte arménien Garabet Amira Balyan et son fils pour le sultan Abdülmecid Ier. Je l'ai déjà dit, ces architectes sont les architectes de Dolmabahçe, palais de Dolmabahçe aussi. Bien qu'il s'agisse d'une petite mosquée, c'est un lieu qui fascine ses visiteurs par son emplacement et son ambiance intérieure. Je ne pense pas que la plupart des touristes visitent cette mosquée. Peu de touristes connaissent cette mosquée. Lorsque j'ai déjà fait visiter cette mosquée à mes invités français, ils m'ont dit qu'ils se sentaient très détendus et qu'ils régnaient ici une paix particulière. Et ils exprimaient cette paix principalement avec le mot sérénité. De plus, cette région où se trouve la mosquée est célèbre pour un type de nourriture appelée kumpir. Vous pouvez trouver facilement les magasins qui le vendent juste à côté de la mosquée. Le kumpir est une spécialité turque de restauration rapide et il est très largement répandu dans les Balkans. Ce plat se compose d'une pomme de terre assez grosse enveloppée dans du papier d'aluminium cuite au four puis farcie d'une variété d'ingrédients. La pomme de terre est coupée en deux et sa chair est mélangée avec du beurre et du fromage. Divers ingrédients sont aussi ajoutés: carottes, maïs, olives, petits pois, champignons, cornichons, tzatziki, chou rouge ainsi que mayonnaise. Notre vidéo se termine ici. J'espère avoir pu créer du contenu utile. Si vous avez des questions, j'y répondrai certainement. J'espère vous voir dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Hey.